Bienvenue à cette conférence sur l'intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer les cinéastes ou les assister? C'est le thème d'aujourd'hui. On a décidé avec l'AFC d'organiser cette petite conférence parce que l'année dernière, il y a un court-métrage qui a remporté un prix et Jean-Marie Drejoux et Alexandre Astier étaient membres de ce jury. Donc je laisse Jean-Marie présenter ce petit film qu'on va regarder en ouverture. Donc déjà, merci pour votre venue à cette conférence qui est organisée par le CNC, le FPR et l'AFC. Donc voilà, en fait, il y a un an, pile poil, on était avec quelques collègues en train de tracer pour les stands, pour installer tout le monde pour le micro-salon. Et puis on parlait photographie parce que dans la foulée, on allait faire une exposition au Festival Chef Up en Lumière à Chalon-sur-Saône. Et puis Stéphane Camille, un de nos collègues, il nous montre une photo qu'il avait générée avec Midjourney. Et là, effectivement, j'ai été assez impressionné. Et tout le monde d'ailleurs, tous mes collègues. Du coup, le soir en rentrant, j'ai tout de suite essayé ce logiciel Midjourney. Et j'ai découvert que d'un seul coup, on pouvait faire des images, il y a un univers qui s'ouvrait un petit peu. La suite de ça, le Nikon Film Festival m'avait demandé de faire le jury avec Alexandre, qui était notre président. Et on a eu un film qui a été présenté, auquel on a quand même été assez scotché. D'une manière générale, en plus, on avait à peu près les mêmes notes sur tous les films, tu te rappelles? Et celui-ci, il nous a vraiment interpellés. Donc ça s'appelle Slash Imagine, c'est un film de Hannah Harper. Et voilà, on s'est dit, ah oui, d'un seul coup, on a peut-être passé un cap. En tout cas, ce film qu'a fait Anna exprime, il est vraiment fait pour l'intelligence artificielle, donc il est vraiment dans le mood, vous allez voir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà vu, ce film, mais voilà, on va le revoir. Ok, alors, qu'est-ce que je peux te demander? Imagine un enfant. C'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. L'âge d'avoir enfin son compte Instagram. Enfin, non, c'est vrai que Insta a le même âge que lui et il n'est plus utilisé que par les gens qui ont le même âge que moi. Donc, un autre réseau social que je connais pas. Il a l'âge de pouvoir repartager en story toutes les personnes qui lui auront souhaité son anniversaire publiquement, à condition qu'il y en ait plusieurs, parce que s'il y en a qu'une, c'est la honte. L'âge de pouvoir enfin inventer sa vie, d'être seul, prêt à tout pour se montrer entouré, pour exister. Alors il va falloir publier, forcément, se montrer, partager, se faire repartager, être drôle si possible, c'est mieux. Se démarquer, être là, le faire entendre, le faire savoir, le rappeler, être suivi, être aimé. Il a de la chance, parce que lui, il n'a pas connu ce temps terrible où être suivi par des inconnus, c'était flippant. Il va tout faire pour sortir du lot en pensant que c'est ça qui lui fera sortir la tête de l'eau. Il se dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Il a lu ça une fois sur le téléphone de sa mère. C'était écrit avec une typo libre de droit sur une photo de coucher de soleil, un truc comme ça. C'était signé Bouddha. Partager, tout, n'importe quoi. Tant qu'il y a de la matière, il y a du contenu. Et puis quand il n'y aura plus de matière, il en fera du contenu. Un jour, il annoncera qu'à 18h, il fera une annonce qui annoncera que bientôt, il pourra parler d'un projet dont il ne peut rien dire tant que c'est pas fait et qui se fera probablement jamais. Et puis un jour, il fera un post pour dire qu'il refuse de jouer ce jeu-là. Il en a marre, il quitte les réseaux sociaux, voilà. Et puis il restera pour voir qui commentera, qui likera. Il y a des chances que tout le monde s'en foute, mais bon, on s'en fout. Imagine un enfant qui fête ses 13 ans dans un monde où tous les visages autour de lui n'existent pas. Un enfant qui doit se construire dans un monde où tout est faux, rien n'est réel, les gens sont seuls et les intelligences artificielle. Voilà, débrouille-toi avec ça. J'ai oublié de vous présenter les gens qui étaient autour de moi, donc je vais quand même le faire et on va tout de suite lancer la conversation. Jean-Marie Drejoux, qui est directeur de la photographie et président de l'AFC. Alexandre Astier, que vous connaissez sans doute, je n'ai pas besoin de le présenter. Yann Battard, qui est consultant et spécialiste en nouvelles technologies et qui a un cabinet de formation et de consulting qui s'appelle ADNIA. Antoine Martin, qui est directeur du recherche et du développement chez Polisson, qui est un des partenaires aussi de l'AFC, un studio de post-production à la fois image et son. Voilà. Et Quentin de la Marzel, qui est directeur de la photo et qui vient venir nous parler d'un exemple aussi assez précis de tournage où il a été confronté, où il a dû utiliser l'intelligence artificielle. On va le voir ça un peu plus en détail, c'est des études de cas. Donc d'abord, avant de rentrer dans les choses un peu plus concrètes, moi je voulais qu'on réagisse à ce film, puisque c'était l'idée, c'était de présenter ce film au début. Qu'est-ce qui vous a touché et quel est votre rapport à ce film qui finalement est généré de rien du tout? C'est quelqu'un qui a parlé ou qui a tapé avec son clavier pour demander de créer des images sur Midjourney.
Bonjour à tous. Déjà, en fait, quand on était avec le jury pour juger les films, ce film-là, il était assez, comment dire, il nous a foutu, il nous a foutu la cerise, quoi, carrément. Et il est fait pour, hein, donc ça va, ça marche. Mais bon, évidemment, c'est un film qui nous a plu parce que c'est le partage entre l'intelligence artificielle et le discours de l'auteur derrière. Il y a le discours en plus qui est très malin parce qu'il est même hésitant. Elle garde les moments où elle fourche. Donc elle se rend, j'allais dire, surhumaine par rapport à quelque chose qui n'est plus. Mais c'est vrai que tout le jury a été unanime sur ce truc-là, parce que il y avait un malaise auquel elle répond pas. C'est vachement malin, ça aussi, c'est qu'elle répond pas. Elle fout juste le malaise, puis voilà, débrouille-toi. Et c'est vrai on venait tous d'horizons très différents. Hein. Il y avait vraiment de tout dans le jury. Et celui-là, on a dit, oui, mais celui-là, il va falloir le mettre en avant. Et sur la génération d'images, on voit que c'est pas tout à fait parfait. Au début, c'est pas mal, et puis il y a des imperfections qui arrivent. Alors, ta réaction par rapport à la vision de l'image aussi, Jean-Marie? C'est surtout, il y a un an. Hein, donc, il y a un an, c'était encore balbutiement. Et puis, Anna a généré ça juste en partant de questions qu'elle a demandé à Midjourney, de photographies où elle donnait le décor, où elle donnait les gens qu'il fallait, et elle a animé avec un logiciel de SFX, un petit peu, un logiciel courant. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu balbutiant. Donc non, c'est ça qui nous a vraiment surpris, parce que et puis le propos était vraiment dans ce qu'elle racontait. Donc d'un seul coup, c'était tellement malin. Sa voix off est formidable aussi. Donc elle a fait ce film tout seul avec son chien. Voilà. Je continue, Alexandre. Est-ce que vous avez été intéressé par les programmes d'intelligence artificielle générative? On parle beaucoup de ChatGPT, par exemple. Est-ce que vous l'avez utilisé déjà, par exemple, en tant que scénariste, parce que vous êtes scénariste, réalisateur et comédien? Est-ce que ça vous est arrivé d'être intrigué par ça et de lui poser des questions pour... Ah oui, bien sûr. Tout ce qui suit est fait que par ça. Moi, je ne fous plus rien. J'ai arrêté. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Non, Midjourney. Alors, par exemple, ce que je peux dire, par exemple, Midjourney, pour le film que je prépare maintenant, je me suis fait à moi des images, juste pour moi. Parce que c'est des environnements un peu magiques, heroic fantasy. Je me suis fait des trucs comme ça. Et puis, on a fait quelques premières réunions avec l'équipe. Et la question s'est posée de savoir si je les montrais, ces images. Et c'est pas super de les montrer. C'est pas super de les montrer parce que déjà, c'est des images qui proposent d'être définitives. Elles sont toutes traitées, elles ont toutes une lumière. On peut moi, après, j'ai un talent de prompting je pense qu'on peut mieux faire. Hein. On va voir avec Yann tout à l'heure après. Absolument. Mais c'est vrai que tout arrive extrêmement traité, extrêmement final, finalement. Et présenter ça à des artistes et à des gens qui sont là pour créer des costumes, des lumières, c'est pas malin. Et ça me rappelle un truc où je travaillais avec Louis Clichy sur un Astérix en animation. Et donc moi, d'habitude, je compose mes musiques, mais là, c'était pas moi dans le projet. Et du coup, je vois que Louis Clichy a rajouté sur le montage des musiques. Harry Potter, il y avait du Elfman, voilà. Et puis, je lui dis, mais ça, on est d'accord qu'on va recevoir le compositeur, Philippe Rombi, tout à l'heure, il faut l'enlever, ça. Il me dit, ah bah non, il faut quand même qu'il sente le... Ah, je dis, non, gros, quand même. Tu vas pas montrer un compositeur un film qui est déjà orchestré par Danny Elfman et John Williams. C'est pas une histoire de talent ou de quoi que ce soit, c'est qu'il faut le laisser, il faut faire du vide un peu pour qu'il puisse se placer. Là, c'est pareil. Ces images générées, elles sont tellement fortes que j'aimerais pas que ça induise chez les gens avec qui je travaille, lui, ce qu'il veut, c'est ça. Donc, je me répands en discours, attention, je vous montre ça, mais je veux pas ça, mais en fait, c'est un peu ça, mais ça peut être plein d'autres trucs, et ça devient très compliqué. ChatGPT, je l'ai pas mal utilisé pour essayer qu'il me seconde dans les trucs très techniques, comme me rappeler ce que disait Joseph Campbell en 65 quand il parlait de l'acte 1 du truc, parce qu'il a fait référence à un conte de fées sud-américain. Sauf que, alors il a la référence, mais il ne comprend pas à quoi ça sert pour le moment. Donc ça me sert pas, au finish, ça ne me sert pas à grand chose. Ça peut rappeler des trucs, mais je pense que pour le moment encore, à part pour des rappels, des choses d'archivage il n'est pas très inventif, je crois.
Lors d'une précédente discussion qu'on a vue au CNC au mois de juin, il y avait Yann Kounen qui était à votre place et il avait essayé lui-même de demander à l'ordinateur le prochain film de Yann Kounen, alors, écrit, hein, pas sous forme d'image, mais sous forme de scénario. Et le ChatGPT avait sorti quelque chose qui l'avait relativement surpris. Il avait dit que toutes les thématiques de son cinéma étaient déjà dedans. Ça vous est pas arrivé pour l'instant, donc? Bon, si on veut rentrer dans la philosophie du truc, je vais essayer de ne pas être chiant, je suis persuadé que le beau réside dans ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis obligé de formuler à quelque chose ce que je veux, je m'éloigne du beau que je cherche. Donc, si la Joconde était parfaite, ce ne serait pas elle, et si tout le reste avait été demandé puis obtenu, je pense qu'il faut déjà se poser la question celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'un artiste c'est quelqu'un qui demande et qui obtient? Je ne crois pas. Je crois qu'un artiste c'est quelqu'un qui signe ses défauts, qui dit moi ce que je donne avec tout ce que je ne réussis pas, c'est ça. Mais la signature réside encore plus dans ce qui nous échappe, c'est-à-dire moi je rêve comme beaucoup d'artistes qui font notre métier, qui est un métier qui se planifie. On fait un métier qui se planifie dans le cinéma. Moi je rêve d'un mec qui trempe son pinceau dans un pot rouge et puis qui fait c'est fini. Et nous, c'est pas ça. Nous, non, on ne peut pas faire. Mais on peut se dire, je voudrais que mon geste artistique sur un film, sur une musique, elle ressemble à. Mais c'est tout sauf savoir ce qu'on fait. C'est tout sauf se faire croire qu'on a la maîtrise de ce qu'on sort. Pour moi, tout le beau réside après la pensée, après l'idée et après la formulation à soi-même de ce qui compte. C'est tout ce qu'il y a après et qui nous échappe. Donc moi, je passe mon temps à essayer d'échapper à mon propre cerveau pour essayer de faire une création un peu jolie et un peu intéressante. Le discours que je peux avoir avec ChatGPT, c'est tout ce qu'il y a avant cette étape. C'est malheureusement celle qui est cernée par le cerveau. Et je ne veux pas maîtriser ce que je fais. Voilà. Ça me fait peur. Donc pour le moment, c'est le principe qui est inutile, à mon sens. Ce n'est pas du tout la performance qui pêche. C'est ce à quoi ça sert, plutôt. Je ne sais pas si je suis clair. Non, peut-être pas. C'est pas grave. En tout cas, ça donne la passerelle directement pour demander l'avis d'Yann, parce que là, il est au cœur de ça. On demande, on obtient. Un artiste, c'est demander quelqu'un qui demande et qui obtient. Qu'est-ce qu'on obtient ce qu'on demande quand on parle avec l'ordinateur? Alors, justement, c'est ça que je trouve assez magique avec ces nouvelles technologies qu'on appelle l'IA générative. C'est qu'il y a encore une part d'incertitude. Quand vous voulez connaître la météo à Vincennes pour demain, vous tapez ça dans Google, il a indexé des milliards de pages et finalement son boulot, qui est quand même un boulot compliqué, c'est d'aller trouver dans sa base de connaissances l'information qui est le plus pertinente par rapport à ce que vous cherchez. Mais l'information, elle y est, il la pioche et il vous la sert. Quand vous allez interagir avec ces IA, que ce soit ChatGPT pour du texte, que ce soit Midjourney, DALL-E ou d'autres pour générer des images, en fait, vous interagissez avec quelqu'un qui donne l'impression qu'il parle votre langue, alors qu'en fait, il en parle une autre. Et ce qui fait que le résultat que vous obtenez, il n'est jamais certain. Et d'ailleurs, si vous lui posez 2 fois la même question, il ne va pas vous répondre forcément 2 fois de la même façon. Et donc, c'est ce qui lui donne encore une sorte de part d'entropie, de chaos, qui en fait à la fois la magie et qui en même temps en fait un outil extrêmement frustrant à maîtriser pour l'instant. Et donc c'est effectivement ce qu'on va essayer de mieux comprendre maintenant. Alors peut-être justement pour se dire, aujourd'hui cette technologie elle s'est démocratisée, on va dire, depuis 1 an à travers des interfaces très simples. Il faut savoir que ChatGPT, c'est 1 million d'utilisateurs au bout de 5 jours, 100 millions d'utilisateurs au bout de 2 mois. Aujourd'hui, à peu près 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est la technologie qui s'est diffusée le plus rapidement dans l'histoire de l'humanité. Midjourney, c'est 20 à 30 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Donc en fait, on est face à des outils qui ont, de manière extrêmement rapide, obtenu des espèces de succès massifs, sans d'ailleurs qu'on sache encore très bien comment ils marchent et comment on les utilise. Alors, c'est un petit peu comme si le grand public avait tout d'un coup, on avait tiré un rideau et il découvre le potentiel assez surprenant de ces outils. Mais en réalité, l'IA, ça existe depuis 70 ans. Et donc, il y a des chercheurs qui, depuis 70 ans, essayent d'aboutir à des choses. On peut peut-être le montrer là rapidement, un peu en 4 grandes étapes. Il y a quelqu'un
que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film Imitation Game, effectivement, qui va inventer l'ordinateur, et donc qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, va arriver avec cette idée d'intelligence artificielle. Il va réunir ses camarades autour de lui, et pendant 15 ans, on va essayer de développer des machines qui raisonnent à l'image des humains. Ça ne va pas donner des résultats encore formidables, les budgets vont plutôt être coupés, et il va falloir qu'on attende les années 80 pour qu'on arrive à ce qu'on appelle le machine learning, qui était une nouvelle approche de l'intelligence artificielle, et qui était de laisser finalement la machine observer un gros tas de données, et apprendre par elle-même, en observant ces données, quelles étaient les règles qui allaient finalement un peu articuler tout ça. Et donc on commence à être capable de faire des prédictions qui marchent un peu, de pouvoir catégoriser automatiquement des choses. Mais on est encore très bloqué à la fois par la quantité de données qu'on a sous la main et par la puissance de calcul. Et puis, il y a quand même l'ordinateur qui bat Kasparov à la fin des années 80. Et alors, effectivement, on arrive avec une première réalisation. En 97, il y a un ordinateur qui bat Kasparov. Donc tout d'un coup, tout le monde se dit, ah bah finalement, est-ce qu'un ordinateur c'est intelligent? Mais en réalité, l'ordinateur qui bat Kasparov, c'est pas vraiment encore une IA, c'est une espèce de gros bourrin qui va calculer des millions de coups possibles aux échecs et qui va essayer, parmi ces millions de coups, de voir lesquels sont les meilleurs. Mais bon, là, c'est un peu arriver avec un tracteur pour peindre la Joconde. Donc, c'est pas formidable. Et finalement, il va falloir encore attendre un peu plus longtemps, et les années 2010, pour qu'on rentre dans une boîte à outils du machine learning qui se trouve être extrêmement efficace, qu'on appelle aussi des réseaux de neurones. Alors, je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est le fonctionnement des neurones aujourd'hui. Mais c'est une boîte à outils qui va, en examinant une quantité pharaonique de données, être capable de faire des prédictions bien meilleures. Et donc, tout d'un coup, au lieu d'observer 10 000 images, on va en observer 100 000, on va en observer 10 millions. Et la machine va commencer à avoir une forme de compréhension, entre guillemets, de ce qui se passe. Et on va pouvoir faire des choses à partir de ça. Et du deep learning naît, on va dire, le 4e chapitre de cette histoire de l'IA, celui dans lequel on est aujourd'hui, qui s'est ouvert en 2020, et qu'on appelle l'IA générative. Cette IA générative, c'est la capacité d'une machine à qui on a donné énormément de data pour se faire une sorte de représentation du monde. Et cette machine, équipée de cette représentation du monde, elle va pouvoir, sur base de nos instructions, générer du contenu. Ces instructions, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo, du code informatique, du son. Et elle, ce qu'elle va pouvoir nous recracher, c'est pareil, du texte, de l'image, du code informatique, de la vidéo ou du son. Donc voilà, on a finalement cette possibilité de faire du text-to-text, c'est ChatGPT, du text-to-image, c'est par exemple Midjourney, du texte ou vidéo, c'est la nouvelle démo de Google. Et donc on se retrouve avec aujourd'hui ces outils dans la main, et avec lesquels on peut parler en langage naturel. Et on a une IA qui va comprendre notre langage. On voit ici sur ce slide que finalement la façon dont on lui parle, elle va influencer profondément la façon dont la machine nous répond. Donc là, si je peux commencer à lui donner des instructions supplémentaires sur le rendu que j'attends, on voit qu'on a deux images assez différentes. Donc on peut l'orienter sur un style. On peut même, ici dans Midjourney, lui donner des instructions techniques. Là, vous voyez, on part d'une image autour de la découverte d'un trésor. Au départ, j'avais essayé dans l'outil d'Ali de lui demander Indiana Jones, et il m'explique que Indiana Jones s'est couvert sous le droit d'auteur, donc il ne va pas me le sortir. Donc évidemment, je passe dans Midjourney qui, pour l'instant, est assez peu sensible à la notion de droit d'auteur et qui, elle, veut bien accepter de me faire quelque chose qui puisse ressembler à Indiana Jones au besoin. Et donc là, vous voyez que la différence entre ces deux images, dans l'instruction que je vais lui donner, cette instruction s'appelle un prompt, je lui spécifie également un matériel. Je lui dis, j'aimerais que tu me le mettes en vue sous un Canon EOS 5D Mark IV. Alors, contrairement à vous, dans cette salle, moi je suis complètement néophyte en photographie.
Donc j'ai aucune idée de savoir quel est le rendu visuel qu'on attend. Mais bon, on voit bien dans l'image déjà que là, il y a effectivement un traitement spécifique qui s'est appliqué. Donc voilà, donc ce prompt engineering, c'est l'art de murmurer à l'oreille de la machine. C'est à la fois un art et une science. Une science parce que ces outils vont obéir à des instructions précises. Donc là, on voit que quand je vais lui dire tiens, donne-moi l'image vue par telle caméra, ça a un effet. Si je lui dis ici Cinematic Lightning, pareil, il va appliquer un traitement particulier à l'image. Donc, selon les logiciels, on va avoir un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir utiliser et qui vont être parfois très techniques, notamment sur le traitement de l'image. Et puis, c'est aussi un art parce que ça va être aussi la façon dont on formule notre demande qui va influencer le résultat. Et dans la formulation, donc c'est non seulement les mots, et donc là, c'est aussi arriver à être un peu le psychologue de l'IA ou poète pour finalement lui faire comprendre ce qu'on veut vraiment obtenir. Et donc c'est ce mélange d'art et de science qui va nous permettre de communiquer efficacement avec cette machine. Alors là, on voit l'exemple où on a une première image sur laquelle on va lui demander dans le prompt de décrire un paysage, donc un village français sous la pleine lune, assez détaillé. Et puis, on va lui demander, tiens, si c'était dans le style de Darius Khondji, et donc on va être capable de lui donner la même référence de l'image. C'est ce que veut dire le petit seed avec l'ID derrière, c'est se dire, tiens, cette image-là, tu prends cette image-là, et puis maintenant tu la retraites en t'inspirant du style Darius Khondji. Alors, là encore, je suis trop néophyte pour savoir si c'est correctement interprété, mais on voit quand même qu'il y a eu des changements qui se sont opérés. Donc, vous allez essayer de transférer un style à une image existante. Là, par exemple, on voit la différence si c'était traité par Darius Khondji ou dans le style d'Annie Leibovitz. On voit là aussi qu'on a finalement un rendu qui va être différent à partir de la même image. Et alors, c'est la frustration qu'on peut avoir effectivement avec ce genre d'outils, c'est-à-dire que finalement, on a la même description et on voit que même si effectivement on est toujours sur un village, la pleine lune éclairée, il y a des choses, les objets changent, leur position change. Donc on n'arrive pas en fait dans ces outils à véritablement bien figer finalement une mise en scène ou une description exacte. L'outil va toujours essayer de s'échapper de ça et reconstruire quelque chose un peu à sa sauce. L'outil va aussi nous permettre finalement de broder autour d'une idée. Donc là, c'est plus on va dire une tentative purement verbale d'essayer de faire passer une information à l'outil. Donc vous voyez là, il n'y a pas d'éléments spécialement techniques. On ne va pas lui indiquer des caméras, des points de vue, des plans ou des styles de lumière. Mais on va essayer de lui décrire une ambiance. Voilà, je voudrais Henry Cavill, c'est Highlander, il a une épée comme ci, une armure. Voilà, qu'est-ce que j'ai en background. Et donc vous voyez que l'outil va nous proposer des variations autour de ça, autour duquel on peut en piocher une et puis lui faire creuser et donc itérer autour d'une variation. Donc finalement, ça devient un travail, un peu un dialogue itératif avec la machine. On voit qu'on peut aussi aller piocher dans des styles picturaux. Donc là, on a deux variations sur le thème des Mille et une nuits, entre vu par Magritte ou dans le style de Rothko. Donc on a, effectivement, on voit bien l'intention qui est derrière la machine. Et donc on va vraiment pouvoir exploiter finalement toutes ces références, parce que la machine s'est construit une représentation du monde, incluant des styles picturaux, des artistes. On le voit aussi ici là, sur la préparation d'un décor. On peut aller lui décrire une scène, éventuellement même dans le style d'un designer. Il va pouvoir nous générer quelque chose d'assez professionnel autour de ça. Je me tourne vers Quentin aussi, qui des fois prépare, j'imagine, des films. Est-ce que c'est un outil que tu es tenté d'utiliser pour t'inspirer, pour faire un mood board, ce genre de choses ? En fait, je reviendrai à ce qu'a dit Alexandre, et je pense aussi Jean-Marie, c'est que le danger de ça, c'est qu'après, il y a une espèce de réalisme qui rentre dans la tête des gens et qu'on n'est pas après capable de pouvoir
on se rend pas compte qu'en faisant 3 prompts sur Midjourney, derrière ça coûte en production et en décor une fortune en fait. Et Midjourney, il n'est pas encore au courant de quelles sont les sommes et le temps qu'on a pour fabriquer un décor. Ou par exemple, ça m'est même arrivé de faire des arrivées d'avoir des arrivées de lumière qui sont pas du tout celles qui sont des fenêtres existantes, et du coup de mettre dans la tête des gens que la lumière viendrait de droite alors que les fenêtres sont à gauche. D'un coup, en fait, ça leur a mis ça dans la tête et ils veulent revoir le même produit. Donc en fait, moi je trouve que c'est un super outil pour plein de choses, et notamment je sais que ça sert énormément aux décorateurs, ne serait-ce que pour faire des affiches de films ou des faux trucs sans avoir besoin de droit, malheureusement. Mais à côté de ça, je trouve que pour nous, ça crée quelque chose où c'est ancré dans le marbre, et on a du mal derrière à se laisser à l'imaginaire d'une association entre un metteur en scène, un chef décorateur, un chef costume, chef opérateur, et que tout ça, ça se marie, et c'est ça qui va créer au final l'image d'un film, quoi. Je laisse terminer. Yann, tu avais encore un petit exemple à nous montrer, mais on alors conclura dessus. effectivement, ouais. Pour conclure, juste pour sortir un peu de Midjourney et dire aussi qu'il y a toute une foule d'outils qui sont en train d'arriver. Il y a non seulement des composants qui viennent se greffer dans les grands outils que vous utilisez, toutes les suites Adobe, Microsoft, Office, etc. Aujourd'hui intègrent des briques IA, que ce soit pour la génération de texte, la génération d'images. Là, on a un exemple avec chez NVIDIA, son Canva Studio. Donc, vous dessinez une petite esquisse, et puis il va effectivement vous la traduire sous la forme d'une image. Bon, on voit que c'est très rapide, hein, ça peut beaucoup aider sur la productivité. Et puis derrière, alors, je vous laisserai chercher peut-être sur Internet la référence. Là, très récemment, Google a sorti sa démo de son outil Google Imagen 2, et donc qui va être, au vu de la démo, qui est assez impressionnant. Donc, qui va permettre du texte to image, qui va permettre de l'image to vidéo. Donc, je peux rentrer une image, il va me l'animer, et il a notamment la possibilité de l'animer jusqu'à 30 secondes à partir de la même image. Donc il repousse un petit peu la limite de génération. Vous pouvez lui donner des images existantes autour desquelles il va travailler. Vous pouvez changer des objets dans l'image. Donc ça a l'air assez puissant. On n'a pas encore pour l'instant l'outil sous la main, mais ça ne saurait tarder. Simplement pour illustrer la vitesse à laquelle ces outils évoluent et les opportunités qu'on va avoir sous la main. Alors, là encore, parce que c'est souvent une question que j'entends quand j'interviens dans les conférences, est-ce que ça veut dire que ça va piquer notre job ? Est-ce qu'on peut tous aller à la pêche ? Non, mais en revanche, ce que j'ai tendance à penser, c'est que les gens qui vont savoir se servir de ces IA, eux, vont peut-être piquer notre job. Et donc, ça nous amène quand même, étant donné la vitesse à laquelle ces technologies évoluent, ça nous amène quand même à rester finalement éveillés, avoir les chakras ouverts sur ce qui se passe, tester ces outils, en comprendre les limites. Comme disait Alexandre, on est encore face à un certain nombre de frustrations, on n'a pas encore forcément les outils qui répondent à ce qu'on voudrait faire avec, mais on voit que ça évolue rapidement, et puis effectivement quand même savoir déjà s'en servir, parce que on a aussi des gains de productivité qui sont importants. C'était un très bel exposé, en tout cas très didactique. Je suis sûr que vous avez plein de questions. Bon, on va garder les questions pour un peu après. D'abord, on voulait s'intéresser à trois cas assez concrets dans le domaine de la production de films ou de séries. Et le troisième, c'est Pierre-Marie Boyer qui va arriver tout à l'heure. Il a un petit peu de retard, mais il nous parlera de la création de décors en 3D. Mais d'abord, moi, je voulais me tourner vers Quentin, parce que Quentin, il a eu le privilège de tourner une partie de la série Pour la vie, pour la chaîne Disney, pour la plateforme Disney. Et vous avez été amené à travailler avec la société MacGuff, qui est un des spécialistes aussi en France des effets spéciaux, et donc qui travaille sur l'intelligence artificielle. Et donc, je voulais que tu partages un peu cette expérience sur Pour la vie, avec un petit extrait que je vais préparer, qu'on va montrer après. Tu veux montrer l'extrait d'abord ou Non, je vais d'abord expliquer un peu le projet. C'est l'histoire c'est une histoire dans un hôpital avec un enfant qui a une leucémie, qui a atteint d'une leucémie, et pour plein de raisons, cet enfant, sur un tournage, on peut le faire travailler que 4 heures par jour. Et du moment où il va avoir cette leucémie jusqu'à la fin, il va passer par plusieurs étapes de vie, et du coup de gonflement par rapport au fait qu'il ingurgite des médicaments. Je connais pas tous les noms et tout, mais du coup, en fait, elle allait mincir, grossir, et c'est des choses déjà qu'on a du mal à demander à des adultes.
encore plus des jeunes comédiens, et pour plein de raisons, elle pouvait ne travailler que 4 heures par jour. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du maquillage, il fallait la faire grossir, il y avait des envies par la réalisatrice, des trucs très précis de quand tu prends... un type de médicament, en fait, tu grossis surtout des joues, des choses comme ça. Et avec l'atelier 69, qui sont assez connus pour du SFX maquillage, il était question de traiter ça sur 4 heures de maquillage par jour. Donc en fait, on avait déjà atteint le temps qu'il fallait avec l'enfant pour pouvoir lui donner la bonne tête avant qu'elle rentre sur le décor, sur le plateau. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de voir avec MacGuff, qui proposait au début l'IA. Et alors, voilà, personne ne savait ce que c'était, qu'est-ce que ça imputait, et comment vous pouvez faire. Alors, juste un petit récapitulatif, pour les gens ne sont pas tous au courant, mais donc MacGuff, c'est eux qui ont utilisé cette technologie d'abord sur l'émission de Thierry Ardisson. Hôtel du Temps, donc, où ils ont recréé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu l'émission, il y avait une émission avec Dalida, une émission avec Jean Gabin, où ils avaient donc ressuscité ces acteurs grâce à cette technologie. Voilà, c'est juste pour remettre dans le contexte. Et donc du coup, il a fallu, moi je ne savais pas du tout comment ça marchait, je connaissais Midjourney, GPT, mais en fait c'était un truc un peu tout nouveau. Donc quand on s'est rencontrés tous ensemble, on s'est rencontrés du coup avec l'atelier 69 et MacGuff pour comprendre de quelle manière et de quel procédé on allait travailler. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le maquillage à faire pour pouvoir un peu modéliser le personnage, et ensuite la manière dont on allait le filmer. Alors, ce qu'on nous a demandé à nous sur le plateau à l'époque, c'était qu'il fallait qu'on puisse filmer et le cadrer, donc cette petite fille, toujours en voyant les 2 yeux. Et qu'il n'y ait rien qui soit masqué devant, qu'on n'ait pas trop d'amorces, enfin en tout cas que ça soit le minimum possible, afin que l'ordinateur puisse ensuite scanner toutes les images donc qu'on allait tourner sur chaque plan monté, et ensuite pouvoir reproduire le maquillage. Donc ce qu'on a fait nous avant, c'est qu'on a pris le maquillage, on a passé 4 heures à définir une taille de maquillage qui fonctionnait. On l'a filmé sur tous les angles, un peu comme votre téléphone, quand vous devez locker votre téléphone, vous faites le tour avec votre visage. On a fait des effets de lumière à droite, à gauche, et ensuite on a complètement abandonné le process. On a fait le tournage, on a tourné tout ce dont on avait besoin, et derrière on a rajouté ensuite ce qu'on appelle la lunette, c'est-à-dire le petit tuyau que vous voyez, et on a grossi le personnage. Voilà, alors ça paraît un peu bête, mais ça a pris beaucoup de temps. Et derrière aussi, pour plein de raisons, parce que c'était vraiment les prémices, il a fallu reproduire toutes les lumières en studio sur son visage pour être sûr que l'IA pouvait ensuite bien intégrer que chaque scène, ça se passe dans une chambre, ça se passe à l'hôpital ou ça se passe à l'extérieur, ça soit à peu près cohérent. Donc ça a été assez intéressant, mais aussi technique, parce qu'il fallait toujours se débrouiller pour essayer de voir les 2 yeux. Aujourd'hui, j'ai reparlé avec Martial Valenchon, qui est chez MacGuff, avec qui j'ai travaillé, qui me disait que ça avait vachement évolué, qu'ils ont beaucoup moins besoin de voir les 2 yeux, qu'on peut avoir des amorces. Enfin, aujourd'hui, l'IA, il va beaucoup plus vite que ce qu'il y avait il y a déjà 1 an et demi. Et du coup, on a travaillé là-dessus, et c'est déjà obsolète. Voilà, donc là, on peut voir, on a fait tout le crâne. Donc, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce travail-là, c'est que ça a permis de libérer un enfant de toute cette charge émotionnelle de vivre le maquillage, du travail du maquillage le matin, pour pouvoir être dans le jeu. Donc ça, je trouvais ça super. C'était pour moi un truc hyper intéressant, parce que c'était au service de la mise en scène. Et du coup, il n'y avait plus tout ça aussi à vivre le matin. En revanche, l'autre contrepartie, c'est que la mise en scène a dû être faite en fonction de la technique, ce qui est peut-être un tout petit peu moins lourd aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, on devait faire des plans, on avait certaines valeurs de plans. On ne pouvait pas faire des trop gros plans, on voyait que la moitié de la lunette, parce que les intégrer, c'était plus compliqué. Donc en fait, voilà, nous, on a travaillé en fonction de ça. Et après, il y avait aussi autre chose, c'est que en fonction de ça, c'est quand même assez onéreux en termes de post-production. Donc on était aussi limité à un nombre de plans et de minutage dans chaque épisode, afin de respecter la production et la post-production. Voilà, je sais qu'après, moi, j'ai eu la chance de faire des retakes sur une autre série qui s'appelle Lupin, où avec Omar Sy, on avait le même procédé sur du maquillage, parce que Omar Sy est un personnage qui se déguise de plus en plus, et il met du maquillage. Et en fait, c'était compliqué dans la journée de tournage d'avoir plein de maquillages différents et de pouvoir vraiment lécher le maquillage sur chaque séquence. Et donc,
on avait mis des petits morceaux de maquillage un peu à droite, notamment des prothèses, et derrière, c'était lissé en post-production. Donc voilà, il y a quand même des avantages, moi que je trouve super, notamment pour gagner du temps sur le maquillage, mais aussi donner un peu de liberté aux comédiens, mais il y a quand même, malgré tout, je pense pour eux, l'envie quand même d'être grimés et d'être dans leur personnage. Donc voilà, il faut un peu nuancer ça. Là, on parle d'un enfant qui devait vivre quelque chose de pas facile non plus émotionnellement. Donc je trouvais que c'était vraiment bien et que c'était vraiment cette technique-là était vraiment au service de protéger l'enfant et de pouvoir nous permettre de travailler pendant le temps imparti avec elle et d'avoir le maximum de temps avec elle sur le plateau. Alexandre, est-ce que ça vous interpelle le fait qu'on puisse... est-ce qu'on pensait qu'on va remplacer complètement les maquilleurs? Parce que bon, peut-être pas, mais... C'est parce que jouer sur le visage d'un comédien comme ça? Il faut savoir si ça nous fait envie, surtout. Qu'on puisse le faire, c'est une chose, mais est-ce qu'on a envie de ça? Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sans vouloir créer, il n'y a pas de confrontation de quoi que ce soit. Là, il fallait chercher quelque chose de précis. Donc on a quelque chose de précis à demander, quelque chose de précis à obtenir. C'est une chose de trouver le moyen de le faire. Moi, ce que j'aime bien aussi, quand un maquilleur s'en occupe, c'est voir avec quoi il va se pointer sans que je l'ai prévu, sans que les acteurs, je ne sais pas s'ils bénéficient forcément du fait d'être... Si, il y a un côté un peu... Moi, c'est ce que j'appelle la Valoche de Gabin. Dans la traversée de Paris, il avait des valises de cochon à transporter, puis comme ça faisait 25 fois qu'il refaisait une scène, il y avait un accessoiriste qui lui avait enlevé les poids de la valise. Alors il prend les valises, elles sont légères, et il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit monsieur Gabin, comme ça fait 25 fois qu'on l'a refait, on vous a enlevé les poids. Il me dit oh là là, remets-moi les poids, je vais quand même pas me faire chier à le jouer. Et je crois qu'il y a un truc comme ça aussi, c'est-à-dire on a besoin quand même d'être là et tout ce qui peut nous aider depuis même l'école russe des acteurs où ils commençaient les premiers trucs par mettre des vêtements, c'est pour permettre de ne pas être soi-même. Là, je vois pas l'intérêt pour cet enfant de vivre un maquillage qui va pas lui faire être d'ailleurs ce personnage, qui va juste l'engoncer, l'empêcher de parler. Après, c'est l'inverse aussi, je me demande si elle n'avait pas peut-être trop de facilité à être... elle n'était gênée par rien. Est-ce que ça pose pas problème aussi? Ouais, alors c'est juste ce que tu dis, parce qu'en fait, du coup, il y avait souvent des moments où on a tendance à oublier, parce que en fait, la première prise ou la répétition, on se pose la question, et tout d'un coup, on dit non, t'es censé avoir la voix un tout petit peu plus basse, t'as du mal à respirer, et en fait, c'est vrai qu'on s'habitue à chaque prise de s'oublier, puis même pour elle, la voix repart et redevient à la normale. Et du coup, il faut toujours se rappeler à ça. Mais oui, effectivement, c'est plus ça, c'est plus sur de la voix et du coup du son que sur les mouvements. Puis en même temps, elle est alitée. En termes de mouvement, il n'y a pas 1000 possibilités. Je reviens aussi à cette discussion qu'on avait au mois de juin. Yann Kounen avait beaucoup parlé de l'enjeu du doublage, sur lequel les plateformes travaillent beaucoup pour essayer d'automatiser les doublages grâce à l'IA. Notamment en refaisant les lèvres, le lip sync notamment, et pourquoi pas en imitant la voix des comédiens. Alors c'est une passerelle aussi pour parler de ta présentation, Antoine, où là il y a aussi des moteurs que vous utilisez chez Polisson pour faire du sound design. C'est là-dessus. Alors, merci. Je vais faire un tour d'horizon de tout ce que permet ou promet l'IA dans la post-production son. Donc la post-prod son, ça couvre le montage des directs, le montage son, le sound design, le doublage, la post-synchronisation, la création de la musique. Donc c'est assez vaste et c'est parfois un peu opaque. Alors du coup, je vais faire une présentation avec pas mal d'exemples assez rapides. Je dirais que l'IA générative, on en parle vraiment dans la post-prod son et en particulier dans le montage des sons du direct. Depuis 3 ans, il y a un outil qui s'appelle Clarity qui a fait un peu l'effet d'une petite bombe. C'était le premier outil qui permet de faire du denoise de voix, c'est-à-dire extraire la voix de l'ambiance et du bruit de fond, en gros nettoyer la voix de manière instantanée. C'est-à-dire il y a juste un gros bouton, on tourne et plus on tourne, moins il y a de bruit de fond. Alors qu'avant, c'était une tâche qui demandait un bon niveau technique, c'était quelque chose d'assez chirurgical qui prend du temps. Et là, maintenant, on peut faire ça de manière instantanée. Donc, je vous montre un tout petit exemple d'un autre produit similaire, parce qu'évidemment, depuis, il y a eu de nombreux logiciels qui sont sortis qui permettent de faire ça. On entend dans un premier temps la voix avec le bruit de fond, et ensuite, on tourne un bouton et il n'y a plus de bruit de fond. Something along those lines. It's a really long name. Well, I actually hitchhiked from America to Morocco. Voilà. Donc, déjà, là, ce que ça nous dit,
Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on utilise à foison ça dans le montage des directs. C'est qu'en fait, le fossé entre les novices et les experts est en train de se rétrécir. Là, cet outil-là, il est utilisé par toutes les personnes qui font du podcast chez elles, etc., pour retravailler leur voix de manière hyper rapide et très peu coûteuse, en fait. Ensuite, autres outils qui sont là depuis 2-3 ans, il y a les outils d'assistanat, on va dire, au mixage, au mastering, donc qui en fait enregistrent, enfin écoutent le son. Par exemple, en l'occurrence, ça c'est des outils pour écouter de la musique et nous proposent des presets. Donc par exemple, ça entend si on est en train de mixer du rock ou du hip-hop et ça dit ah bah tiens, généralement le rock c'est mixé comme ça et ça nous fait des points de départ. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi que la notion de preset est potentiellement en train de disparaître. Donc les presets, c'est des points de départ dans nos logiciels qui sont des menus déroulants avec une infinité de presets. Comme ça, bah là, c'est la machine n'a plus de presets et nous propose des choses. Voilà. Et ensuite, il y a les applications musicales. Donc évidemment, il y a Get Back de Peter Jackson qui a fait une utilisation intensive du démixage pour remixer en fait à partir des pistes mono des Beatles pour remixer comme il voulait sa série. Donc là, ce qu'on entend, c'est que la voix est isolée. Et voilà, à partir d'une piste mono, on arrive à avoir juste les différents instruments qu'on peut remixer en fait en fonction de ce qui se passe à l'image. Donc si on cadre sur le guitariste qui joue, on peut monter la guitare. Si on cadre sur le batteur, on peut monter la batterie, etc. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. Et du coup, ça a donné des idées aux membres restants des Beatles qui ont confié aux équipes de Peter Jackson le soin de dénoiser, de rattraper la voix de John Lennon sur une vieille maquette en fait, qui était dans les tiroirs depuis des années. Et du coup, les Beatles ont sorti cette année un nouveau morceau avec la voix de John Lennon qui a pu être extraite d'une bande magnétique hyper détériorée. Donc l'IA générative, on voit que c'est surtout sur le travail des voix et le travail des musiques. Donc je vais vous parler là, ça va être surtout le travail des voix qu'on l'utilise. Il y a différentes applications. Le text-to-speech, je tape du texte, ça me génère une voix. Le speech-to-speech, mais par exemple en appliquant différentes composantes vocales de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Par exemple, je parle, mais en fait je transforme ma voix en la vôtre, François. Ou le speech-to-sound, je transforme ma voix en celle d'un animal ou en celle d'un autre son. Donc on va avoir différents exemples de ces 3 cas de figure-là qu'on utilise. Par exemple, dans le logiciel Soundly que tous les monteurs son connaissent bien, qui est un logiciel de gestion de sonothèque, il y a un outil de text-to-speech qui est intégré, donc là qui est couramment utilisé dans les films, où je tape du texte et par exemple je tape une annonce de gare et ça me propose directement de la localiser dans l'environnement adéquat avec une reverb. Donc par exemple, là j'ai tapé... Le train à destination de Clermont-Ferrand partira avec un retard de 2h42. Vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand, merci de votre patience. Donc là, c'est entraîné visiblement sur un français québécois, enfin un québécois, vu qu'il y a un fort accent. Et ça, c'est la télé des voisins du dessus. Donc très facilement, on peut générer à l'infini en fait tout un tas d'exemples comme ça qu'on peut drag and dropper dans notre session de travail. Voilà. Et donc ce que ça pose question, donc c'est des exemples très intéressants, mais c'est qu'en fait, auparavant, ça c'était des choses qu'on faisait avec des comédiens, des ambiances figures qu'on appelle, des comédiens qui viennent spécifiquement en audit d'enregistrement pour faire toutes les petites voix annexes qui ne sont pas les voix des comédiens et des comédiennes principales. Donc là, on est en train potentiellement de perdre tout ce pan en fait, de post-prod son. Là, j'ai fait quelques exemples aussi avec le premier outil de text-to-speech que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle Speechify. Vous pourrez essayer chez vous, c'est vraiment le premier. J'ai entraîné du coup le modèle sur votre voix, Alexandre. J'ai pris 20 secondes d'interview où vous mangez des piments. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que le modèle s'est entraîné sur 20 secondes de voix. C'est 3 phrases littéralement. Et je lui fais lire le début d'Harry Potter. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Donc, plutôt bluffant, je trouve, sachant que j'ai vraiment pris le premier truc venu, et ensuite je lui ai fait lire Harry Potter en anglais pour voir ce que ça donnait. Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Et donc là, ce qui est complètement fou, c'est que le modèle parle anglais, mais avec un fort accent français. Donc il a compris que vous étiez français et prend cet accent-là. Et ensuite, Alors, visiblement, il a compris que je jouais mal et que je parlais mal anglais. C'est quand même pas mal. Après, la qualité d'interprétation, libre à chacun de juger. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que
le modèle joue les points, joue les virgules, joue les points de suspension. Alors après, c'est effectivement très mal joué, mais en tout cas, c'est déjà une bonne base. J'ai aussi testé sur un extrait de 10 secondes du livre audio de Nicolas Sarkozy pour voir. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on entend effectivement très bien que c'est Nicolas Sarkozy, mais c'est Nicolas Sarkozy qui lit son livre audio. C'est pas Nicolas Sarkozy en campagne ou sur un plateau télé. Donc en fait, évidemment, la voix qu'on génère est extrêmement dépendante de ce qu'on lui donne en entrée. Et donc là, par exemple, on a sur ces exemples-là, on va dire une qualité podcast. On n'a pas une qualité son direct cinéma, on a une qualité podcast en MP3 pas terrible en fait. Donc c'est des outils qui sont intéressants, qui sont prometteurs, pourquoi pas, mais en termes de qualité, ils sont, comme je l'ai dit, très dépendants de ce qu'on lui donne à manger, et souvent c'est de la mauvaise qualité. Donc voilà les limites. Et du coup, ce qui est intéressant quand on fait du speech-to-speech et qu'on transforme la voix de quelqu'un en autre chose, c'est qu'on peut prendre différentes caractéristiques d'une voix, comme le timbre, la langue, le texte, le pitch, l'intensité, et appliquer seulement certaines de ces caractéristiques sur une voix. Donc là, par exemple, Supertone, qui est une boîte coréenne, je crois, nous montre un exemple de redoublage d'un film existant, donc Reservoir Dog. Et là, on va changer les insultes de Samuel L. Jackson pour des mots un peu moins offensants. Now look, just because I wouldn't get no man a foot massage, don't make it right for Marcellus to throw Antoine off a building into a glass motherfucking house, fucking up the way the nigga talks. That shit ain't right. Now look, just because I wouldn't get no man a foot massage, don't make it right for Marcellus to throw Antoine off a building into a glass funny-looking house, messing up the way the fella talks. That stuff ain't right. Et là, ça ouvre évidemment la voie à tout ce qui est doublage automatique, notamment pouvoir, par exemple, faire Tom Cruise se doubler lui-même en français, mais avec sa propre voix. Enfin, je sais que Netflix est en réflexion là-dessus. Donc, pour l'instant, ce genre de technologie-là est déjà disponible sur YouTube, où on a des voice-overs, des voix-off qui sont générés automatiquement sur des contenus en langue étrangère. Mais pourquoi pas avoir nos séries et nos films préférés anglophones doublés en français avec le timbre original des comédiens. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est des choses qui sont en réflexion. Est-ce que c'est quelque chose qui est secret ? J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop en parler quand même. Il y a évidemment un tabou dès qu'en fait on touche au jeu, dès qu'on touche à l'interprétation, on touche aussi à l'éthique et ça parle au cœur. Et donc il y a un côté, ça fait un peu peur, mais c'est des choses qu'on teste, ouais. En tout cas, ça existe. Ouais, ça existe. Et il y a notamment une boîte ukrainienne qui s'appelle Respitcher qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques années en faisant dire à Richard Nixon le discours alternatif suite à la mission Apollo 11, le discours qu'il avait prévu si jamais la mission sur la Lune échouait. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Et donc, ouais. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on a un matching du mouvement des lèvres, donc ce qui fait que c'est vraiment hyper réaliste. Ensuite, d'autres cas de figure. Ah oui. Donc, par rapport au métier de la post-prod, ce que permettent toutes ces technologies-là, c'est, par exemple, dans le cas d'une post-synchronisation, si on doit juste modifier un mot dans le texte d'un comédien, plutôt que de le faire revenir en auditorium de post-synchro, ce qui est très coûteux, on peut peut-être imaginer utiliser l'IA juste pour remplacer ce mot-là. Par exemple, dans des applications de chant, on peut faire chanter n'importe qui maintenant très bien. Il suffit juste qu'on ait une voix source et puis ensuite la voix de quelqu'un qui chante bien et en fait on va merger les deux ensemble. On peut faire aussi du de-aging. Par exemple, si on a un comédien, une comédienne qui a 10 ans au moment du tournage et qui a mué au moment où on enregistre les post-synchro, sa voix n'est plus du tout la même. Donc là, on peut faire matcher les deux voix. Et évidemment, le doublage, là, qui est clairement menacé, toute la filière du doublage, par toutes ces technologies-là, comme je l'ai dit avant. Un exemple que j'aime beaucoup d'un film qui a en partie été post-produit à Polisson et dont je connais bien l'équipe, Le règne animal, où on partait d'un... dans Le règne animal, on voit des humains qui se transforment en animaux progressivement. Et il y en a notamment un qui se transforme en oiseau. Et donc du coup, on est parti de l'interprétation du comédien. On a entraîné le modèle sur un oiseau et en fait, on voit ce qui se passe quand on transforme progressivement une voix en un chant d'oiseau. Et en fait, les résultats intermédiaires ont partiellement été utilisés. En plus d'autres choses, la vraie interprétation du comédien qui imite des oiseaux, etc. Et ça donne un résultat hybride qui est la voix qu'on entend dans le film. Ensuite, autre chose que je trouve hyper intéressant en utilisant la même technologie, c'est qu'on peut faire des choses complètement hybrides. Là, par exemple, une brosse à dents qui chante Gangsta Paradise.
Voilà. Ce qui est une demande qui se multiplie en ce moment. Hein, Oui, carrément. Mais là, en fait, en ce moment sur YouTube, vous pouvez taper à peu près n'importe quel objet et vous faites AI et song et il se passe des choses vraiment intéressantes. Et un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, mais dont on parle beaucoup moins, c'est par exemple le text to sound. Donc je tape un prompt et le modèle me génère du son. Par exemple, Audiobox, développé par Meta, fait ça. Moi, j'avais tapé du vent qui souffle dans les arbres et ça m'avait généré ça. Et des bulles dans une casserole. Donc il y a deux constats, c'est que déjà les sons ressemblent à peu près à ce que j'ai demandé, mais la qualité est vraiment pourrie. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus mauvais des MP3 possible, et on sent qu'ils ont entraîné leur modèle du coup sur des sons qui venaient pas de Sonothèque de très haute qualité, et c'est ça vraiment la grosse limite qu'on a avec tous les modèles qui font du son aujourd'hui. Google aussi a développé son outil où là ça analyse carrément une image et ça génère du son. Les extraits sont très courts mais ça vous donne une petite idée. Donc pas hyper convaincant mais ça donne une idée de ce qui peut arriver, et j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus convaincant avec un modèle qui s'appelle SoundVision LM, où là, je lui donne un extrait de Titanic muet, et ça me génère du son à l'image. Donc quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait d'abord de l'image to texte, ça traduit en texte ce qui se passe à l'image, ensuite ça génère les sons et ça les synchronise. Je vous fais écouter quand même l'original pour vous donner une idée. Voilà, donc ce qui est très impressionnant, c'est que le deuxième extrait, enfin l'extrait généré fonctionne quand même très bien, notamment parce que tout est parfaitement synchro. Et en fait, c'est ça, je dirais, ce qui fait que ça fonctionne, c'est le synchronisme encore plus que la qualité du son en soi. Même si évidemment c'est très important, et on a toujours cette qualité MP3 pas terrible dans le son qui a été généré. Hop. Voilà, donc ma présentation s'arrête là, et ça c'est un site qui s'appelle This Person Does Not Exist que je trouve fascinant, où là on est à fond dans la vallée de l'étrange, on peut générer à l'infini des photos de visages de personnes qui n'existent pas, et c'est là où je trouve que l'IA a quelque chose d'intéressant, c'est à proposer des contenus hybrides, à créer de l'émergence, et en fait on dit que l'IA crée pas grand chose de nouveau parce qu'elle se base sur les modèles ont appris en fait sur que des données existantes, d'ailleurs données existantes au mépris du droit d'auteur évidemment à chaque fois. Mais elle peut aussi créer des choses complètement nouvelles et des formes hybrides, et je trouve que ça c'est intéressant à explorer du point de vue du son. Comme avec l'exemple de la brosse à dents, en fait, c'est au niveau du son design, il y a des perspectives vraiment intéressantes qui sont ouvertes avec toutes ces technologies. Merci. Merci beaucoup Antoine. On a évoqué donc le son, on a évoqué le maquillage, et puis la troisième étude, c'était le décor. Donc Pierre-Marie est arrivé entre-temps. Pierre-Marie travaille chez les Tontons Truqueurs, et vous utilisez pareil des moteurs d'intelligence artificielle pour générer des décors dans le cadre d'effets spéciaux, pour générer des décors de synthèse. Alors, pour l'instant, c'est quand même encore en travail. C'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on ne maîtrise pas encore. Hein. C'est très important d'expliquer que pour l'instant, c'est beaucoup de tests. Ce sont des technologies qui sont encore en maturation, dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, ce qui me semble important d'expliquer, c'est que l'intelligence artificielle, on ne sait pas ce qu'il y a sous le capot. Et, on donne des entrées et ça nous donne une sortie. Et au milieu, c'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, en partant de là, on se dit qu'on peut faire n'importe quelle boîte noire. C'est ça qui est intéressant derrière. C'est-à-dire que la boîte noire, on doit l'entraîner. On lui donne des entrées et ça nous donne des sorties à la fin. Mais pour faire n'importe quoi. On peut lui expliquer comment remodéliser un environnement 3D à partir de photos. On peut lui expliquer comment changer la tête d'un personnage à partir de photos d'un autre personnage. Mais en l'occurrence, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on utilise ça encore de façon très recherche et développement. C'est quelque chose qui n'est pas abouti. La première utilisation qu'on a, nous, en tout cas, c'est
par exemple, une utilisation qui est intéressante et qu'on peut dire que c'est utilisé en production, c'est par exemple pour faire des storyboards. Très simplement, ça c'est quelque chose de très intéressant. Pour fabriquer ces storyboards, on demande au réalisateur qu'est-ce qu'il veut voir à l'image. Nous, on a ce problème-là parfois, hein, surtout dans les effets spéciaux. Le réalisateur, il ne sait pas forcément ce qu'il veut voir à l'image. Il veut un truc sympa, il veut un truc super. Mais quand on rentre un peu dans le détail, concrètement, qu'est-ce que tu veux voir? Alors, c'est là où on rentre dans le débat. Et cet outil-là nous permet de mettre une vraie image en lui disant, voilà, c'est vraiment ça que tu veux voir? Ah non, non, c'est pas ça. Donc on refait, on régénère une image. Et par exemple, ça, c'est une utilisation qu'on a qui est vraiment intéressante, c'est permettre cette mise en image rapide. Comme l'expliquait aussi, comme tu expliquais, c'est des choses qui sont pour l'instant très bas de gamme. C'est pas prêt. Au son, ça fait des MP3 un peu dégueulasses finalement. Nous, les images, ça sort des images un peu dégueulasses. Parfois, ils ont 6 doigts. Alors, bon, ils ont corrigé le problème des doigts, mais c'est encore quelque chose qu'on n'est pas capable. On va pas pouvoir le diffuser à l'écran. En l'occurrence, ça va nous aider quand même. Ce travail de pré-production, voilà, ouais, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer et de mettre en image simplement. Ici, cette première planche, c'est une recherche de mood board. Par exemple, on a fait générer des... Alors ça, c'est pas des choses qui sont en production, hein, c'est vraiment des tests personnels. Mais par exemple, un mood board de maison hantée, si on peut passer la suite, voilà. Et par exemple, aussi, j'ai fait un petit storyboard d'un conducteur de train en URSS qui rentre dans le train, qui va rentrer et qui va conduire. Donc ça, c'est des choses maintenant qu'on est capable de maîtriser et qui nous permettent vraiment d'accélérer les choses. Ce qui va être intéressant, c'est maintenant de former ces intelligences artificielles, de construire celles dont on a besoin. Donc ça, c'est une intelligence, par exemple, de scan d'environnement. Là, c'est la terrasse de chez moi. J'ai scanné ça hier soir, c'était avant-hier d'ailleurs. J'ai scanné ça avant-hier avant de venir et ça m'a pris... Allez, 5 minutes. Et encore parce qu'il fallait déplacer les trucs sur la terrasse. Mais ça m'a pris 5 minutes de faire ça. Maintenant, avec ce document, enfin ce fichier, je suis capable de mettre en scène, alors là c'est le pot de fleurs, mais on aurait pu aussi scanner un personnage et on est capable de créer ce storyboard de façon très précise. Là, c'est de la 3D, c'est-à-dire que je peux me déplacer dans cette scène en faisant des cadres très précis et en préparant un vrai tournage, sans y avoir été. Typiquement, on prépare actuellement un documentaire où on propose cette technique à la production et on leur dit, dans tous vos repérages, vous faites cette technique de scan qui est assez simple, hein, je vous ai dit, ça m'a pris 15 minutes, mais chaque endroit qui vous intéresse, vous faites ce travail et on va préparer toutes les séquences avec un storyboard assez précis et avec les vrais environnements. Ça, c'est utile. Pour l'instant, on va pas... voilà, pour l'instant, c'est de la prépa, c'est pas encore utilisable tel quel, mais en l'occurrence, ça nous permet vraiment d'accélérer ce travail et de proposer voilà, cette vision dès la pré-production, d'avoir déjà une première image du film. Ce qui va arriver aussi, c'est ces intelligences artificielles qui sont spécialisées. C'est-à-dire que, par exemple, dans les effets spéciaux, on fait énormément de rotoscopie. Si on apprend à la machine à faire de la rotoscopie de façon automatique, et on a les datas pour le faire, hein. Par exemple, le keying, le fond vert, extraire un fond vert. Alors aujourd'hui, il y a des méthodes pour le faire, mais pour le faire finement, on a besoin encore de travailler. Néanmoins, nous, on a fait des heures et des heures de fond vert, avec donc l'image fond vert, l'image 3D derrière qu'on va remplacer le fond vert, et après l'image compositée. Si on donne à manger à l'intelligence artificielle toutes ces choses-là, on sera probablement capable de créer une intelligence artificielle qui sait effacer le fond vert. Et c'est ces IA spécialisées qui me semblent vraiment intéressantes et qui me semblent vraiment l'avenir, où on a cette capacité de créer des outils qui vont accélérer les choses. Il y a des enjeux d'éthique qui sont extrêmement importants, parce que
comment on nourrit ces intelligences artificielles, ça c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment là où on doit travailler tous ensemble et se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est capable qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et il y aura des intelligences artificielles très spécifiques qui nous permettront d'accélérer le travail qui est un peu chronophage et pas vraiment passionnant. Et ces intelligences artificielles-là sont à développer. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle des intelligences artificielles génératives, des modèles de langage. Toutes ces choses-là, c'est pour le grand public. Néanmoins, on va être capable aussi de développer ces intelligences artificielles professionnelles qui seront maîtrisées, dont on sera capable de les nourrir nous-mêmes avec des choses dont on a le droit de le faire, parce que ce sont nos bases de données. Et c'est là où moi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas mélanger l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence artificielle, il y a les intelligences artificielles, c'est cette technologie des réseaux neuronaux qui nous permet d'avoir des entrées et une sortie. Et si on lui apprend à quelle entrée on a besoin et quelle sortie on veut, on peut faire n'importe quelle intelligence artificielle. Et moi, je crois qu'il y a un vrai avenir à travers ces intelligences artificielles un peu précises. Aujourd'hui, on va accélérer les processus de fabrication grâce à ces outils-là. Les compétences vont se déporter, parce que, comme je vous le disais, les personnes qui faisaient avant, qui savaient effacer le fond vert, on aura peut-être moins besoin d'eux, mais en l'occurrence, on sera capable de faire plus de fonds verts et on sera aussi capable, certainement, de former d'autres personnes à fabriquer ces intelligences. Parce qu'on aura besoin de gens qui comprennent comment on les crée. Donc, à mon avis, ça ne va pas forcément enlever du travail à des gens, c'est juste qu'on va changer les compétences des gens. Enfin, on va avoir besoin d'autres compétences. Il y a une chose assez claire, on a vu ce matin, il y avait la présentation du labo dans le Cube, on a vu très clairement les outils qu'ils ont implémentés dans Baselight, où on détecte automatiquement, on fait quasiment du rotoscope en direct maintenant, donc c'est là où on évoquait que les effets spéciaux et l'étalonnage, les étalonneurs deviennent quasiment des gens qui font des effets spéciaux. Exactement, mais encore une fois, tout dépendra de comment on aura appris à l'intelligence artificielle à étalonner. Et on aura besoin de donner cette base et de lui apprendre, voilà, ça c'est une image qui est canon, ça c'est une image qui n'est pas canon. Je voulais poser la question à Quentin aussi et à Jean-Marie. Est-ce que ça vous est arrivé de demander déjà en étalonnage à la machine, à Baselight ou à Resolve, de dire voilà, tiens, je voudrais que cette image ressemble à tel film, par exemple? Parce qu'on a vu que c'était faisable dans la démonstration de Yann. Enfin, c'était faisable. En tout cas, ça faisait partie des choses qu'on proposait. Oui, donc non, moi pas encore, concrètement. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous interpellent, l'étalonnage, parce que là, on a parlé de préparation, de tout ce qui était en amont d'un tournage. Mais maintenant, on va bientôt arriver à ce qu'on a fait, la post-production. Et donc, l'étalonnage en fait partie. Et au-delà de l'étalonnage d'un film proprement dit, il va aussi se poser le problème des restaurations, où il y a déjà des logiciels qui arrivent, comme Topaz, par exemple, qui permettent de restaurer des images rapidement. Donc, va aussi se poser ce problème-là. Donc, c'est pour ça que, déjà, nous, on s'intéresse régulièrement à ce problème, à cette intelligence artificielle avec l'AFC et aussi avec les autres associations du monde entier pour appréhender tous ces problèmes, parce que pour juste voir comment on peut avancer là-dessus, être au courant de tout, pour éviter qu'on aille directement dans le mur et qu'on voit le mur arriver, mais qu'on sache un peu comment l'appréhender. Et je crois qu'il est déjà 4h moins 20, donc il nous reste un quart d'heure à peu près. Peut-être, enfin, il est temps de vous passer le micro. Est-ce qu'il y aurait des questions qui arriveraient dans la salle? N'hésitez pas. Je voulais vous poser une question sur les outils, précisément les outils de denoise, etc., où vous parliez du fait que les utilisateurs novices pouvaient se retrouver à faire plus facilement des tâches qui prenaient autrefois plus de temps. Voilà. Et moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que la différence entre un technicien expérimenté et un technicien novice se fait nécessairement sur la capacité à obtenir quelque chose de propre techniquement? Et est-ce que le fait qu'on puisse l'obtenir plus rapidement aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le fait d'utiliser plusieurs outils complémentaires, de passer de l'un à l'autre, de faire des recherches, la possibilité d'avoir quelque chose peut-être de plus signé, d'avoir une patte un peu plus affirmée et finalement de trouver l'accident aussi qui va générer une patte? Est-ce que vraiment un bon technicien, c'est celui qui va réussir à faire quelque chose de propre techniquement?
ou celui qui va finalement, en faisant quelque chose d'adapté, réussir aussi à marquer une vraie signature personnelle, quoi? Ben, super question, et la réponse est même dedans, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que oui, effectivement, les techniciens expérimentés vont de toute façon répondre au mieux aux attentes du réalisateur ou de la réalisatrice, vont au mieux servir le film, et donc avec des outils où il n'y a qu'un seul bouton à tourner, la marge de manœuvre est effectivement hyper faible. Par contre, ce que proposent ces outils, c'est que sur un film où on a très peu de temps de travail, finalement, on va pouvoir aller plus vite sur certaines étapes juste hyper techniques et passer plus de temps sur les enjeux créatifs et artistiques, par exemple. Et aussi, ce qu'on appelle les one knob soft, quoi, ces outils hyper simples vont permettre de toucher un grand public, et justement des gens qui vont autrefois faire des podcasts en qualité toute pourrie avec le son de la rue en fond qu'on entend et qui est pas souhaitable, vont pouvoir du coup faire du traitement du son chez eux facilement. Donc ça ouvre aussi le travail du son à un plus large public, et c'est plutôt une bonne chose. Bonjour, merci à tous pour ces explications. En fait, ma question rejoint un peu, mais de façon peut-être un peu plus générale. Je me demande pourquoi les êtres humains cherchent à ce point à supprimer les êtres humains. Ouais, non, mais je vois bien que c'est moi qui m'y colle à celle-là. Super. Super, les gars, merci. Je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que de tout temps, et tout le temps dans l'histoire depuis qu'on a inventé le feu, s'il faut répéter un truc 5 fois, on le fait. S'il faut répéter 100 fois, on imagine une machine qui va le faire 100 fois, mais le temps qu'on l'imagine, on aurait pu faire les 100 fois à la main plus vite. Mais quand même, c'est notre façon de faire à nous. Fabriquer une machine qui le fait 100 fois, c'est plus marrant. Parce que ça fait créer quelque chose. Donc, je trouve qu'on est parfaitement là-dedans. Là où ça marche pas trop et là où ça balbutie, peut-être qu'il faut avoir juste, je sais pas, l'humanité de dire que laissons balbutier ça au même titre qu'autre chose. Pourquoi est-ce que ça balbutierait pas finalement? Le seul truc que je dis, c'est que il faut aimer les erreurs, voilà. Et l'intelligence artificielle, je ne sais pas si on arrivera vraiment à lui inculquer l'amour de l'erreur. Parce que je ne sais pas si c'est un langage très informatique, l'erreur. On va pouvoir, en revanche, lui déléguer tout ce qui est chiant. Par exemple, si on parle de son, on a une version d'un film, et je parle d'un truc qui me concerne, une version d'un film, c'est le son est fait. Puis on fait une version longue de ce son. Il faut se taper ce qu'on appelle une conf au son. La conf au son, pour les gens de son, sous ton contrôle, c'est une tanasse absolue. C'est-à-dire que tous les points de cut, il faut vérifier qu'ils tombent bien, les points de musique, on les a changés, etc. Franchement, si 95% d'une conf au son peut avoir lieu vérifié par un ordinateur qui se dit avant ce point-là, il était là, là il est à 6 images plus tard, je le reconnais parce qu'il a la même gueule que celui-là, donc je le recule, et machin, etc. Ça veut dire qu'avant d'avoir les 15% de temps qu'on avait avant pour écouter une confo, et voir ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle ait de la gueule dans cette deuxième version, ça va peut-être se transformer en 50, en 60, et là les humains pourront vraiment servir à quelque chose. Donc je pense que l'histoire de l'humanité, c'est tout ce qui est répétitif et qui ne nous concerne pas notre grandeur créative, on va le fourguer à des machines. Et nous, comme ça, on ne fout plus rien et on ne fait que les trucs de penseurs, on laisse nos erreurs dedans, on vient saloper le boulot même, parce que c'est à ça qu'on sert. Donc moi je pense que tout va bien, si on peut résumer. Ça ne répond pas du tout à votre question, mais ça m'a fait plaisir. J'hésite, oui. Bonjour, pardon, j'avais une question. Enfin en fait c'est pas une question, c'est une petite réflexion. C'est je me dis, je rebondis en fait ce que vous disiez par rapport pourquoi on n'a plus besoin d'humains. En fait, quand vous imaginez, vous idéalisez un moment où un réalisateur ne sait pas ce qu'il veut et qu'on va lui mettre sous le nez une image pour lui demander est-ce que c'est ça que tu veux ou pas. En fait, on rêve d'une intervention humaine qui dirait au réa et au réalisateur, enfin au producteur, peut-être arrête le cinéma en fait, parce que, c'est là où on a envie d'une intervention humaine pour dire c'est pas ça faire des films, c'est pas ça travailler avec un storyboarder, voilà. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Et c'est-à-dire que, ouais, alors peut-être il faut lui dire d'arrêter le cinéma, mais non, parce que c'est quand même, il a une vraie pensée. C'est juste que
Encore une fois, c'est les moments chiants, en fait, qu'on va lui permettre d'essayer de passer le cap en lui disant non, tu as une vraie idée et on va la mettre en image. Et maintenant, au lieu de perdre, en fait, une journée sur le plateau à essayer de faire un cadre, on va plutôt te proposer de faire ça en amont. Au lieu de mobiliser toute l'équipe, on va essayer de travailler ça une journée ensemble au bureau, à essayer à parler à l'intelligence artificielle et trouver les cadres. Et je crois que c'est ça, c'est expliqué Alexandre, c'est qu'on va arrêter de ces moments chiants, en fait. Ces moments chiants où on va préparer, on va chercher le cadre avec toute l'équipe qui attend, l'équipe HMC, les comédiens qui savent pas qui sont en train d'attendre aussi et qui savent pas où se placer parce que le type a pas encore en tête quel positionnement, quel cadre il veut, qu'est-ce qu'il veut voir vraiment à l'image. Et du coup, créer ce storyboard en amont, ça permet quand même, à mon avis, de gagner du temps et de pas perdre ce temps-là. Excusez-moi, mais je rebondis sur ce que vous dites. Mais si on est le jour du tournage à demander au réa ce que tu veux et on se dit tiens, on va se poser 2 secondes pour voir ce que tu veux, là j'ai envie de dire au producteur et de dire de prod arrête le cinéma aussi parce que c'est pas possible. Enfin voilà, donc c'est tout ça en amont. C'est pas, on peut pas, je veux dire, ça va résoudre un petit problème. Ok, on peut rebondir. Il y a un problème sur le tournage, se dire mince, il y a un problème, etc. Mais on peut pas se dire que c'est l'IA qui va nous aider. Tous les techniciens, tout le monde est là pour justement résoudre tout ça. On n'a pas à attendre une IA pour nous dire et nous pondre une image ou une idée. Et que si on se pose cette question le jour J, 2 heures avant de tourner, c'est qu'il y a un problème aussi dans la fabrication. C'est pas une IA qui doit résorber un problème humain et d'expérience. Là, c'est justement c'est que tout ça se fait en amont. Donc on peut pas refiler, parce que c'est vraiment la porte ouverte à j'allais dire décérébrer ceux qui décident et déresponsabiliser les gens dont c'est le boulot, etc. Donc on peut pas. Je pense qu'il y a d'autres arguments qui nous permettraient de dire que l'IA est une solution, mais là votre exemple, c'est pas le bon. Je vote pas pour. Voilà. Ok. Oui. Bonjour. Écoutez, bravo pour votre présentation, c'est très intéressant. Le constat qu'on peut faire facilement dans la société au-delà du cinéma, c'est que de toute façon, on va faire avec, on n'a pas trop le choix. Et par rapport à vos métiers respectifs, moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Comment va évoluer le paysage d'ici 5 ans, par exemple? 5 ans, ça vient vite. Comment vous voyez les choses dans 5 ans? Voilà. Je pense que c'est une question qu'on peut se poser beaucoup plus globalement dans la société. C'est dès qu'on fait un travail où on est assis devant un ordinateur toute la journée, à faire des tâches plus ou moins automatiques, voire répétitives, a priori, l'IA pourra nous remplacer entre guillemets. Donc dit comme ça fait un peu peur, mais a priori, le train de l'IA, il est en marche assez fort et c'est ça qui risque de se passer. Après, dans les métiers plus créatifs, on a tendance à se dire qu'on est à l'abri, justement, parce que la créativité, ça demande un vécu, une histoire, ça demande de faire des erreurs, etc. Malgré tout, l'IA propose des choses qui ressemblent, qui imitent, qui singent la créativité de mieux en mieux, et qui fait aussi des semblants d'erreurs, ou qui semble inventer des choses. Et donc là, c'est là, dans nos métiers du cinéma, où on commence à avoir un petit peu peur. Donc je pense que la question, elle est plutôt politique, elle est plutôt économique et philosophique. Mais en termes de technologie, je pense que l'IA, effectivement, dans 5 ans, elle pourra faire du montage son, comme on l'a vu avec l'exemple de Titanic. L'IA pourra analyser un film qui est muet et faire la bande-son en entier de ce film. Et on pourra lui demander une infinité de répétitions, une infinité de modifications. Elle pourra le faire très bien. Et ça, c'est pour tous les corps de métier. Donc la réponse est, est-ce qu'on a envie de ce futur-là ou pas? Et après, voilà quoi. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, pendant, on va dire, il y a 10 ans, on pensait vraiment que les évolutions de l'IA allaient d'abord toucher des professions peu qualifiées. Quand Google, Mercedes et d'autres se sont mis sur la voiture autonome, on s'est tout de suite projeté en disant il y a 80 millions de personnes qui, dans le monde, conduisent des taxis, des bus, des voitures, etc. L'IA va peut-être leur piquer leur job demain. Et donc, nous, les professions intellectuelles, on est à l'abri. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans 3 types de cancers, l'IA détecte mieux le cancer dans un scanner qu'un radiologue qui a fait 10 ans d'études et qui a 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, il y a des IA qui trouvent des jurisprudences plus pertinentes qu'un avocat qui a passé 10 ans d'études à apprendre le code civil et avoir passé ces jurisprudences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 5 dernières années,
on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune profession dite intellectuelle, qu'on soit créatif, web designer, avocat, médecin, etc., qui soit à l'abri d'avoir son métier profondément transformé pour l'IA. Pour autant, est-ce que ça veut dire que son métier va disparaître? Non, mais on peut, comme tu le disais, se dire que la partie chiante du métier, elle va être considérablement accélérée et que si tout va bien, on va profiter du temps gagné pour apporter de la valeur. On peut s'imaginer que le radiologue passera moins de temps à écrire le compte-rendu d'analyse de sa radio, mais passera peut-être plus de temps à vous expliquer que vous avez un cancer. Et normalement, ça, je pense qu'il y a des marges de manœuvre de progression chez les radiologues aujourd'hui quand ils viennent vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, voilà, on peut s'imaginer que ça va laisser de la place pour finalement développer d'autres compétences, développer d'autres parts du métier qui sont importantes, notamment la part humaine qui est particulièrement importante. Donc voilà, je pense qu'on est au-delà du cinéma, on est tous concernés, mais ça ne va pas forcément tuer les métiers, ça va les changer. Oui. Je voulais juste rajouter que déjà, dater 5 ans, je ne sais pas, parce que ça va tellement vite, que les 5 ans, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Tous les jours, il y a des articles qui sortent, des nouvelles choses. Moi, après, le cinéma que j'aime, le cinéma que j'essaye de fabriquer, c'est un cinéma d'artisanat, c'est ce que j'aime, donc je crois beaucoup en l'artisanat. Et je crois que tant qu'on aura besoin de nos mains, de nos choses, je pense que ça restera. Ouais, je ne sais pas si c'est tant une question qu'une réflexion que je voulais apporter. Mais quelque chose qu'on nous dit souvent quand on écrit des histoires, c'est que tout a déjà été raconté, et depuis même très longtemps. Et on se demande toujours qu'est-ce que j'ai moi d'original à raconter. Et l'aspect qui me vient à l'esprit avec l'intelligence artificielle, pour moi c'est très important de savoir que c'est un humain qui a créé. Et s'il est assisté par des robots, ça ne me dérange pas. Mais parce qu'en fait, on a tout raconté, mais c'est plutôt l'angle qu'on choisit quand on raconte quelque chose, que ce soit un drame, une comédie. Ça raconte quelque chose de notre époque, ce qui est dans l'air du temps. Et je ne sais pas si la machine, elle peut sentir l'air du temps plutôt que des données. Et je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est le sentiment. Je regarde une œuvre, je sais que c'est un humain qui l'a fait, ça me raconte quelque chose. L'art, c'est de l'empathie. Je communique avec un être humain à travers une œuvre, qu'elle soit actuelle ou qu'elle ait 2000 ans, et j'apprends quelque chose de l'humanité sur moi. Si ça a été fait par un ordinateur, ça peut être picturalement intéressant, mais ça raconte rien sur moi et ça ne m'apprend pas, moi, à vivre et à avancer. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je peux dire un truc là-dessus. Imaginez qu'un extraterrestre débaroule, un extraterrestre qui ne nous ressemble pas. Okay, donnez-lui la forme que vous voulez. Après, cet extraterrestre, il discute avec nous et il est extrêmement intelligent, beaucoup plus que nous. Ça se sent beaucoup plus brillant, beaucoup plus rapide, et complètement désintéressé. Et alors, cet extraterrestre, vous lui passez les variations Goldberg de Bach. Okay, il dit, lui, il dit, vous aimez ça, ça vous fait plaisir, ça. Lui, ça lui fait rien du tout, mais lui, il dit, ça vous fait plaisir, ça. Il part 1 heure dans la pièce d'à côté et il vous ramène quelque chose qui vous émeut 3 fois plus que les variations Goldberg. Et vous lui dites en pleurant, mais qu'est-ce qui se passe, comment tu fais, etc. Et lui, il répond, je sais pas, j'ai vu que tu aimais ça, je t'ai fait un truc un peu dans le genre, moi je m'en fous. Eh bien, le moi je m'en fous, ça fait que j'écouterai pas ce morceau dans ma bagnole, même 3 fois plus bouleversant que l'autre. Parce que comme vous l'avez dit, je me fiche que ça lui ait rien coûté. Si ça lui a rien coûté, ça me coûtera rien non plus. Et je cesserai de m'émouvoir pour ce truc-là, parce que il m'a trompé un peu. Donc pour me tromper sur la marchandise, c'est qu'il m'a trompé sur sa nature. Donc encore une fois, je crois que c'est une œuvre d'art, c'est quelqu'un, ça ne peut être que quelqu'un qui est comme nous. Si on ne partage pas avec lui cette source-là, l'émotion tout seul, hop, ça dégage comme une bulle. Je pense que c'est obligé et je pense que ça va rester. Je rejoins Jean-Marie sur l'artisanat. L'artisanat, c'est pas simplement le plaisir de faire ce qui est remplaçable par autre chose. L'artisanat, c'est de dire, moi j'aime beaucoup les objectifs, je l'ai dit hier, j'aime beaucoup les objectifs photo, j'aime beaucoup les appareils, j'aime beaucoup les machines, j'aime beaucoup les synthétiseurs, j'aime beaucoup tout ça. Est-ce que c'est une idée qui va se transformer dans mes doigts puis aller toucher un synthétiseur? Oui, mais il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire que le synthétiseur, je le trouve beau et j'ai envie de mettre mes doigts dessus. Et du coup, je ne vais pas composer le même truc. Et ça, on est les seuls à pouvoir faire ça. Je pense encore une fois, comme tu disais, qu'on va se dégager de ce qui n'est pas ça. De plus en plus, on va se dégager de ce qui n'est pas ça pour prendre que
le morceau du roi, en fait. Et je pense que ça va avec ce que vous dites. Mais est-ce qu'on est capable de s'émouvoir de quelque chose qui a l'air d'être très émouvant si ça avait été fait par un humain? Moi, je ne crois pas. C'est à débattre, peut-être que si. Ah, on est dans la merde. Si c'est ça, par contre, on est dans la merde, parce que je pense que l'IA va arriver à faire du très très beau, du merveilleux même. C'est juste qu'il faut espérer que ça reste, que ça garde le sentiment d'une arnaque. Si ça garde le sentiment d'une arnaque, on est sauvé. Mais sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que l'IA fasse du moche comme elle fait en ce moment, parce qu'elle fait beaucoup de moche en texte. Elle est très con, l'IA. Ça ne marche pas encore. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Je pense que ça va marcher très fort. Mais nous, il faut qu'on reste vigilants. Il faut qu'on se sente un peu pour que ça fonctionne, je crois. En tout cas, on peut revenir en bouclant au film qu'on a vu en ouverture. Vous avez été ému par ce film, et c'est preuve aussi qu'il y avait une réalisatrice derrière, qui avait un projet. Et vous parliez de l'ère du temps, c'était un film qui parlait vraiment de l'ère du temps aussi. Hein. Donc, oui, mais n'oublions pas quand elle commence. La première phrase de ce film-là, c'est quand même « Bon, alors, qu'est-ce que je vais te demander ?» Ça veut tout dire. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une espèce de fainéantise de la création, qu'on se retrouve devant un prompt en te disant de quoi je vais pouvoir parler. Moi, à ChatGPT, je vais parler de tout. Hein. Surtout des trucs où j'emmerderais un humain, en fait, si jamais je suis un peu obsessionnel. Donc maintenant, ça y est, j'ai compris l'obsession. Je vais la foutre à ChatGPT parce qu'il y a une patience de fou. On peut parler des nuits entières de conneries. Il finit toujours par me répondre, c'est intéressant ou non, mais je veux dire, au moins, je n'agace personne, quoi. Mais, ouais, non, là, c'est ce qui compte, c'est le texte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander? On enlève le... Je ne sais pas comment dire... Quand vous prenez des cours de composition musicale, vous avez en face de vous quelqu'un qui est une bibliothèque incroyable. Moi, mon prof d'écriture, de musique, c'est un type, on pouvait lui demander, par exemple, Ravel avait écrit une œuvre à 13 parties, on pouvait lui demander la 14e. Le gouvernement lui a demandé la 14e partie parce qu'il était capable de le faire. C'était une bibliothèque totale. Moi, j'arrivais chez lui avec un thème musical. Il disait « Ah, c'est bien ton thème. Oui, effectivement, ça marche. Alors, Debussy, il aurait fait ça. Il joue direct au piano. Brahms, il aurait plutôt fait ça. Bon, direct. Mais direct, fini, terminé. Beau, magnifique, pareil, avec un thème que j'avais écrit tout de suite. » Eh bien, ce mec-là, quand je l'ai un peu mieux connu, quelques mois après, il me dit « Ouais, moi, mon problème dans la vie, c'est que j'ai passé 50 ans à écrire une musique que j'aimais pas. Vu la dose de savoir, de data, pour reprendre ce qu'on dit nous, qu'il avait là-dedans, moi qui m'époustouflait vraiment, bah en fait, il a jamais aimé ce qu'il écrit. Parce que c'est des questions d'école, parce que c'est des questions de tout ça. Donc il connaissait tout ça. C'est pas très grave si on laisse connaître quelque chose et nous on fait juste la suite. Moi je pense que ça peut marcher, franchement, vraiment. merci beaucoup d'être venu nous écouter et on espère vous revoir l'année prochaine pour en reparler.